Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Jamais assez présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter ma conversation avec Vincent Harpin. Vincent Harpin, c'est un ami, un cycliste, c'est aussi le fondateur du clan Nox. Pour ceux qui font du vélo au Québec et qui utilisent un petit peu les réseaux sociaux, vous connaissez sans doute Vincent à travers les différents projets qu'il a bâtis dans la communauté cycliste sur Internet, que ce soit la grosse course Zwift dans les 2-3 dernières années ou toute son équipe cycliste du clan Nox. Vincent a vraiment bâti une communauté cycliste autour de sa passion pour le vélo. Il faut savoir que j'ai rencontré Vincent Harpin à travers Pierre-Luc Sanson, qui était un des premiers cyclistes du clan Nox qui est venu à la clinique et qui m'a référé ensuite à Vincent. On s'est occupé de commanditer leur position cycliste de leur bike fit durant plusieurs années. Et donc, je suis rentré en contact avec Vincent. Vincent m'a fait le privilège d'accepter mon invitation au podcast et ça a été la chance pour moi de parler de toute cette aventure-là parce que Vincent est un joueur de hockey à la base, un joueur de hockey qui a joué à des très hauts niveaux et qui finalement s'est tourné vers le vélo et qui est devenu quand même très, très excellent en vélo. Mais Vincent, c'est avant tout quelqu'un de sensible, de passionné, je dirais en bon français qu'il y a les valeurs à bonne place. Et donc, notre conversation tourne autour de tout ce qui s'est passé dans les dernières années, mais aussi les changements à venir parce que Vincent est un papa de 2 jeunes enfants. Et donc, à travers notre conversation, on parle de parentalité, on parle de performance, on parle de l'histoire du clan Nox, on parle de la communauté cycliste québécoise. Et donc, j'espère que cet épisode-là sera intéressant pour vous. En tout cas, pour moi, ça a été une super belle rencontre. On a vraiment parlé sans filtre de tous les sujets qui entourent la communauté cycliste québécoise. On a bien ri puis on s'est posé des grandes questions universelles que tout jeune parent se pose lorsqu'il a des jeunes enfants. Alors, sans plus tarder, voici notre conversation. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midi, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 % de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15 % de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 % de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais assez. Je suis très content de vous annoncer que l'épisode d'aujourd'hui est aussi présenté par Red White Apparel. Red White Apparel, c'est une compagnie qui se consacre exclusivement à produire des bibs, des cuissards cyclistes à bretelles d'une très, très grande qualité. On a la chance de les avoir pour soutenir le podcast et j'ai la chance d'avoir roulé personnellement ces cuissards-là à bretelles, ces bibs-là, dans les derniers mois. Et je peux vous dire que le padding qui est inclus dans ce chamois-là est incroyable. Pour toute personne qui entreprend sa trentaine avec une passion du vélo et qui devient de plus en plus capricieux avec son entrejambe, je vous recommande d'essayer les bibs Red White Apparel. Merci à Red White Apparel de rendre cet épisode possible. Alors, bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir l'histoire improbable de Vincent Harpin, joueur de hockey devenu cycliste et maintenant probablement l'influenceur animateur de la communauté cycliste. Un des plus importants au Québec. Merci Vincent d'avoir accepté l'invitation. Merci de me recevoir. Merci de cette belle vitrine. J'ai besoin de comprendre aujourd'hui cette histoire-là finalement improbable du gars qui faisait du hockey quand même à un excellent niveau, hein, qui s'est rendu dans le Junior 3A puis qui a été repêché, mais qui a décidé de peut-être pas continuer sa carrière dans le monde du hockey pour finalement troquer le bâton et la puck pour des shorts en lycra sur le Mont-Royal. J'aimerais ça que tu nous renvoies cette photo-là pour qu'on puisse la mettre dans le montage vidéo. Glorieuse. Cette époque glorieuse. Ouais. On va aussi parler du clan Nox, qui est comme un peu pour tous les cyclistes au Québec qui font un petit peu ou qui suivent un petit peu les réseaux sociaux, probablement qui ont touché ou qui ont vu certains de tes contenus qui sont assez... On va dire variés. On va dire variés.
Mais je pense Sérieux, pas sérieux? Je pense qu'on va dire varié, puis pendant que les gens écoutent le podcast, ils pourraient aller scroller la page Instagram de mimes. Paraît qu'on dit des mimes, pas des mèmes. Tu peux le dire si ça te Des tente, mais mimes. ils ne comprendront pas. C'est des excellents mimes. Tu as réussi à décloisonner, démocratiser, désembourgeoiser le monde du vélo. Oui. C'est très bourge, le vélo. C'est très bourgeois. Puis ça, j'ai comme l'impression que tu t'es fait plaisir là-dedans un peu. Beaucoup. Puis j'ai quand même eu une courbe d'apprentissage. Ça a débuté un peu plus frileux. Puis ça, au fur et à mesure des pauses, ça a progressé. C'est vrai que tu t'es permis d'être plus varié plus récemment dans ton contenu. Exact. On va commencer par contre par parler de l'histoire du gars de hockey qui décide de troquer ses patins pour un bicycle. C'est arrivé à peu près il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, au tournant de... Proche, là, j'ai 39, puis j'ai acheté mon premier vélo, je te dirais, à 31 ans. Fait qu'on fera les 10 ans bientôt. Puis, si tu veux qu'on parle de mon passé de hockey, oui. on en a parlé brièvement avant. Oui, en pré-entrevue, off-cam. Hors onde. Ouais. C'est que j'ai quand même joué du bon hockey dans la région de Sorel. Après ça, un peu de... J'ai joué du dehors dans d'autres villes, mais j'ai tout le temps été un bon athlète. J'avais un gros patin. J'avais quand même un physique. J'étais plus gros que les autres, mais j'étais vraiment pas un bon joueur de hockey. Fait que ça n'en dit quand même... Tu lisais pas la game, finalement. En rétrospective, tu t'es rendu compte dit que... le IQ du joueur, ça, je l'avais vraiment pas. Mais j'avais des bonnes capacités. J'aurais été un meilleur patineur de vitesse que joueur de hockey, finalement. Exact. Puis c'est un peu pourquoi que quand j'ai été repêché junior majeur, que j'ai pas pris cette direction-là, parce que ça m'amenait directement dans le gouffre. C'est que si j'y allais, c'était pour me battre. Là, j'avais quand même des intérêts académiques. J'aimais ça à l'école. Je me suis dit, dans la somme des choses, c'est peut-être pas la bonne direction à prendre. C'est peut-être pas le choix le plus payant à long terme. Exact. Pour avoir des chances d'être repêché dans la Ligue nationale, c'est une chose, mais aller faire le clown dans l'autobus, on va rester au cégep. Fait que là, à ce moment-là, t'étudies au cégep en quoi? En génie mécanique à Sorel. Fait que pendant ces années-là, justement, j'ai joué un peu junior 3A. Mon parcours de hockey à partir de ce moment-là que j'ai pas été dans le junior majeur était un peu plus erratique, je te dirais, mais je continuais à jouer dans des ligues de garage, à l'université aussi, jusqu'à la début trentaine. Puis tu prends-tu une pause du sport avant de débuter le vélo? Parce que tu t'achètes ton vélo, mettons, au début trentaine. Non, tout au long de mon parcours, là, resté... je te dirais que mon corps de sport, c'était vraiment le hockey. Ouais. Je jouais 1 à 3 fois par semaine, dépendamment des années. Je faisais beaucoup de gym. J'étais le typique gars de gym, là. Un gros haut, pas de jambes. OK. Fait que j'aimais bien ça pousser de la fonte. Puis sinon, je faisais un peu de course à pied aussi, là, pour me donner l'impression d'avoir un peu de cardio. Mais c'était pas ma grande force, je te dirais. Puis là, à 31 ans, qu'est-ce qui fait que tu t'achètes un bike? Parce que à cette époque-là, dans ta gang, c'était à la mode ou ça ne l'était pas du tout? Puis t'as comme été un petit peu... C'est vraiment un concours de circonstances, mais à la base de tout, c'est que j'ai eu beaucoup de blessures. Je me suis disloqué les épaules à maintes reprises, à plusieurs occasions. Fracture du coude. Fait que finalement, tout ce qui était mobilité du haut du corps était vraiment en déclin. Mm-hmm. Fait que je me suis trouvé un sport un peu de substitution. Puis ça a été le vélo avec, de fil en aiguille, des amis qui ont commencé à en faire. Rentrer dans une gang qui tripait fort là-dessus. Fait que... Mais à ce moment-là, dans ta gang de chums, est-ce que c'était... Le vélo était-il à la mode? C'est quoi le concours de circonstances qui a fait que tu t'es finalement procuré un bike? J'ai acheté un condo dans un building que dans le même building, tout à coup, on s'est mis à faire du vélo, 3 gars ensemble. Fait que ce qui était au début juste comme des petites sorties très occasionnelles, on s'est finalement connus. Puis là, on sortait à tous les jours. Fait on est passé vraiment d'un extrême à l'autre. Puis c'était des gars avec un background comme moi qui commençaient là-dedans. Ouais. Peut-être une année d'avance sur moi, mais on se donnait vraiment des rendez-vous à chaque soir pour aller rider. Là. Ben, c'est à peu près dans ces années-là qu'on s'est connus parce que je me rappelle que la première fois que je suis venu vous aider à faire tes bike fits, c'était le local que vous aviez construit. Ça, c'est quand même, mettons, 2 ans après. 2 ans après. Ouais. Fait que là, il y a eu... Mon parcours à moi, c'est l'achat d'un vélo, une année de comme vélo d'apprentissage, juste comme aller se déchirer sans trop connaître ce qui se passe, habiller vraiment tout croche. Réussir un Camille Hood, genre.
Ouais. Puis la première fois, il n'a pas été réussi. Ça, c'est quand même fort. Ah ouais? Ah non, j'ai rebroussé chemin. T'étais rendu où? T'étais rendu Au où? Belvédère, j'ai tourné. Ah ouais, t'as dit c'est assez, ça. J'étais mort. Oui, exactement. Des trucs comme ça. Puis, comme j'allais dire, habillé tout croche. Tu sais, aujourd'hui, les gars qui commencent, déjà, sont habillés en pas normal studio, puis avec des kits à 500$. C'est fou, man. Moi, j'avais les vieux bibs de mon père, des affaires qui n'avaient aucun bon sens. Tout le monde avait de l'air un peu plus de. Puis c'était quoi ce premier bike-là? Tu t'en rappelles? C'était un Giant en alu. Ah, genre un des premiers TCR ou OCR, là, quelque chose chose comme ça. Là. Ouais. Pas haut de gamme du tout. Non, Là, non. un peu ghetto. Puis c'était le premier été qui était pas dans la performance du tout, plus dans l'enthousiasme puis la découverte. Ouais. Puis là, on a fait notre gang, justement, de fil en aiguille. On s'est bâti un petit groupe qui était vraiment centré à Griffintown. On ridait tout le temps. On est allé à Power Watts un hiver ensemble. C'est vrai, puis après ça, vous avez décidé de bâtir votre... Exact. Fait qu'un hiver d'apprentissage avec eux, de non seulement juste le vélo, mais tout l'apprentissage du wattage, des ratios, les entraînements par intervalle. Puis c'était vraiment une belle école avec eux. Puis l'année d'après, on a eu notre première année de course avec Power Watts. Mhm. Mais à l'automne qui a suivi, là, on a créé notre local, on a créé le Clan Knox. Puis c'est là que ça a démarré. Mais ça, ce local-là, c'était vraiment... tu sais, c'est rare que on va voir du monde qui vont dire « OK, nous, on veut se faire notre propre Power Watts. » Vous avez loué? Oui. En fait, c'était un building désaffecté qui était sur le point d'être démoli, mais on ne savait pas exactement quand. Fait qu'on avait des baux qui étaient bons juste pour... À chaque mois, c'était à renouveler parce que... Jusqu'à temps qu'ils détruisent la bâtisse. Exact. Fait que ça se pouvait qu'ils démolissent comme 2 mois après ou dans 2 ans. Nous, on était quand même chanceux. Ça a duré 2 ans. 2 ans? On s'était construit quand même de quoi d'assez sharp, je te dirais, d'avant-garde même. Là, ça... Oui, parce que là, vous aviez acheté des... Pour ceux qui connaissent ça, vous aviez acheté des trainers Inside Ride, On avait le Emotion. les 3 rouleaux Inside Ride. On était les 6 connectés à NT+, sur l'écran principal qui est un projecteur, avec chacun de nos fans. C'était vraiment comme à la fois une ambiance un peu bestiale, étable, mais très high-tech en même temps. Avec t'sais. beaucoup de plywood un petit peu partout. Là. Des 2x4 partout. Non, c'était vraiment quand même... ça nous a beaucoup motivés. On y allait souvent. C'est l'époque où on n'avait pas d'enfants, personne. Exact. On se ramassait au local quasiment chaque jour, finalement. Puis le Clan Knox, cette genèse-là, au début, c'est plus ou moins sérieux ou c'est déjà un objectif en soi? Au début, c'est plus ou moins sérieux. On est quand même en démarrage de notre identité de cycliste. Le but, c'était vraiment plus de... Tant que notre gang, on était 6 gars, quand même assez unis dans le vélo. C'était plutôt que de faire partie de l'entité Power Watts, de juste avoir notre kit à nous. Mm-hmm. Moi, j'avais un background de graphisme aussi, fait que ça m'amusait beaucoup de faire les kits puis tout ça. Mm-hmm. Puis de fil en aiguille, mais c'est ça. Tant qu'à avoir l'équipe, on s'est fait une page Facebook, une page Instagram, de commencer à contempler la communauté médiatique, social média du monde du vélo. Du monde du vélo, puis qui était quand même un clash par rapport à non seulement qui on était, mais qui je suis aussi. Exact. Fait que... Puis c'est quoi ce parallèle-là, tes premières impressions du monde du vélo au Québec? Parce que, en rétrospective, il n'y a aucun doute que tu as contribué à démocratiser tout ça, mais à ce moment-là, quand tu n'as pas connu encore toute l'intensité puis tous les codes peut-être qui existent quand on se retrouve sur les courses, dans le peloton, au mardi cycliste, tout ça, c'est quoi ton feeling par rapport à ce que tu connais du hockey? On en a parlé un petit peu off-cam. Le hockey, c'est vraiment traditionnel versus... Il y a certains parallèles à faire entre ces deux disciplines-là qui sont très différentes sur plusieurs aspects. Là. Mais Qu'est-ce que tu as amené du vestiaire de hockey qui t'a amené... En fait, c'est là où je m'en allais, c'est que le hockey est quand même plus comment dire, premier niveau. Tu as une émotion de ta communique. Sur la glace, tu peux t'envoyer chier, littéralement. Il n'y a pas vraiment de game de se regarder de haut, contempler de haut en bas comment que la personne est habillée. Dans le vélo, moi, c'est ça qui m'a marqué vraiment au début, c'est tu arrives, exemple, au circuit Gilles Villeneuve, puis le monde ne te connaît pas, puis il te regarde, mais il te regarde pas juste c'est qui le nouveau, il te regarde comme c'est quoi ton vélo, toi. Il me semble que t'es mal équipé. Y a-tu le droit d'être ici, le nouveau? C'est ça. Puis ça m'avait quand même assez, je dirais pas traumatisé, mais ça m'avait marqué quand même. Ouais. Ben ça, cette sensation-là, je pense, de sentir que ce monde-là, il est intimidant, c'est
c'est pas juste toi qui l'as vécu, là, c'est tous les débutants qui se sentent... ils veulent juste avoir le droit de pratiquer leur sport, puis des fois, c'est comme... C'est pas tout le monde, là, on est d'accord que c'est vraiment pas tout le monde qui peut agir comme ça, mais ça a ce petit côté-là, snob peut-être, intimidant. Très, très snob, mais il y a une ambiance chalet de ski dans le vélo que c'est très... Il y a beaucoup d'apparence qui rentre en ligne de compte. Mm-hmm. Que t'as pas au hockey. Au hockey, il y a comme... Celui qui a de l'air le plus tout croche, tu t'en méfies autant que les autres, t'sais. Bon, on dirait que dans le vélo, c'est un peu l'inverse. Celui qui a de l'air du gars de la TV, là, lui, il doit être vraiment bon parce qu'il a un vélo sharp, il est rasé, puis il est maigre. Là, tu dis, lui, ça veut rien dire au final. Puis tu le découvres au fur et à mesure, mais je te dirais que les premiers pas dans le vélo, ça peut être intimidant à cause de ça. Il y a vraiment un lien très fort avec l'image. Puis est-ce que c'est parce que c'est un sport qui est dispendieux? Est-ce que c'est à cause de l'histoire? Au fil des années, ce que j'ai découvert, c'est que c'est un gros mix de plein de paramètres, je pense. Mm-hmm. C'est un sport qui est dispendieux, oui, qui justement amène un peu ce côté bourgeois-là à cause de ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup aussi... Il y a un entonnoir de personnalité qui mène vers le vélo. T'sais. Déjà perfectionniste, ça? Perfectionniste. Puis, j'irai pas jusqu'à dire qu'il y a des professions qui amènent plus directement au vélo que d'autres, mais disons que le hockey, c'est très démocratisé, très vaste. Mm-hmm. Mais le vélo, pas tant que ça, au final. Ouais, tu te retrouves à avoir un échantillon de personnes qui est beaucoup moins large que ce que tu avais connu. Beaucoup plus homogène aussi. Les personnalités sont très homogènes, plus, je trouve. Le podcast Jamais assez vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute fait le plus d'excès au niveau de mes achats café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un moment privilégié de partager une expérience. On n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit 5 minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience café. Chez Café Barista, oui, on a parlé dans certains épisodes des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 % sur tous vos commandes en ligne lorsque vous utilisez le code promo PhysioVélo à la caisse. Certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Hein? Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15 % de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe, pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais assez. Sur ce, bonne écoute. Là, à ce moment-là, vous avez bâti le local, puis vous démarrez le Clan Knox. Est-ce que tu as une mission claire de ce que tu veux faire avec le Clan Knox par rapport à... Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment, au départ, juste un... En fait, il n'y a pas vraiment de plan au départ, autre que de juste la saison suivante, être ensemble dans un pack, faire de la compétition ensemble. Mais sinon, c'est vraiment au fur et à mesure. C'était comme un petit laboratoire. J'aimais ça poster des choses, mais en observation de ce qui crée des réactions. Ah ouais. Justement par rapport à ce qu'on disait, d'observer une espèce de microcosme très hermétique, puis de juste essayer de le bombarder un petit peu tout le temps. Tu te rappelles-tu de la première publication que tu as faite qui était un petit peu, je sais pas, controversée ou... Pas tant, mais au début, encore une fois, on en parlait tantôt. Ce qui me marquait au départ aussi, qui est quand même, je pense, très marqué dans le vélo, que j'ai jamais vu nulle part ailleurs, en fait. Ouais. Beaucoup de monde qui parle de eux constamment.
C'est comme si tout le monde se mettait soi-même en scène. Un rapport de course de sa course. Publier ses émotions dans Strava, comment il se sent par rapport à sa personne constamment. OK. Puis ça me brusquait au début. Puis j'essayais tout le temps de contre-choquer ça un petit peu. Parce que là, t'arrivais du hockey puis ça parlait de la game ensemble, genre de... Ou c'était juste genre, Il y avait un concept d'équipe, il y avait des émotions fortes dans le vestiaire, mais à chaque fois que tu resettais, il n'y avait pas quelqu'un qui mettait en Facebook ses émotions d'après-course. Là. Ah ouais. Ça n'existait pas, ces affaires de même. Puis là, j'étais comme, quoi? Mais c'est fou parce que, tu sais, nous, tout le monde qu'on connaît, puis je regarde les sports maintenant, puis c'est quand même rendu une pratique, autant dans le triathlon, dans les autres Oui, sports. ça a vraiment boomé, là, je veux dire, le phénomène des influenceurs, puis tout ça, qui veulent avoir du stock gratuit. Mais encore il y a là, ça aussi, tu sais, toi, quand tu pars le clan Nox, tu as sans doute l'idée peut-être de dire, tu sais, ça coûte cher, le monde du vélo, peut-être qu'on pourrait aller chercher, tu sais, une coupe de deal au cost, puis peut-être se faire des kits custom qui ne nous coûtent pas la peau des fesses. Tu dois avoir ça un petit peu dans ton plan. Un peu, mais pas tant, parce qu'on n'a jamais joué le côté corporatif outre mesure. T'sais. Oui, on avait des partenaires, dont toi, puis des amis autour, mais pas jamais dans le but de comme republier les circulaires, puis de dire allez voir Guillaume, vous allez avoir vraiment un super service à chaque semaine. Non, puis moi, dans le fond, la raison pour laquelle j'ai embarqué avec vous, c'est que j'étais comme non, mais ce message-là dans le monde du vélo, moi, je peux pas le faire, moi, en tant que business, mais genre, je veux m'associer à ce message-là démocratique, puis qui décloisonne un peu les frontières qui, en fait, moi, je le vois vraiment d'une manière qui permet pas à tout le monde d'y participer. T'sais. Dans notre clientèle, on a vraiment vécu en 7-8 ans le fait de passer de des gens comme toi qui étaient très early adapteurs dans le fait de se faire fitter par un physio, juste te faire un bike fit, que là, maintenant, on a des gens qui arrivent à la clinique et sont comme, qu'est-ce que vous faites ici? Puis ils me disent, tout le monde m'a dit de venir ici parce que ça a l'air qu'il faut faire un bike fit. Je suis comme, good, tu sais. C'est cool parce que là, c'est rendu démocratique, mais j'ai l'impression que le clan Nox a contribué à ça parfois. Mais nos premières vidéos, ils étaient quand même assez virales, je te dirais. C'est quoi ton premier vidéo? Tu sais, quand je m'étais pointé puis qu'on avait fité des barres aéros sur mon Garneau orange. Ouais, mais ça, c'est genre des 100 000 views, c'est ton vidéo qui a le plus marché. Mais je sais que... Mais ça, c'est fou parce que c'est drôle, j'ai pas eu la conversation avec beaucoup de jeunes de ça récemment, mais tu sais, cette époque-là, là, 2015, 2016, 2017, là, c'était le temps que tu mettais une vidéo sur Facebook d'une qualité là, un petit peu supérieure à la moyenne. Puis on n'a jamais revécu ça. Là. J'ai l'impression que c'était une conjoncture que là, Facebook poussait le contenu vidéo, puis nous, on arrivait avec ça. Ça, mais il n'y avait aucune compétition. Le contenu moyen était vraiment médiocre aussi. Exact. Toi, tu avais un feel un peu semi-pro. Ouais. Mais ceux qui étaient à côté de toi, c'était soit des entreprises pro ou du caca. Ouais. Je pense que tu avais une bonne niche grâce à ça. T'sais. Ah, c'est vrai, mais tu sais, honnêtement, j'en parle tout le temps maintenant dans nos stratégies avec l'équipe. Puis tu sais, on était tellement chanceux, puis on s'en rendait pas compte de pouvoir faire des 30 000 views en une journée. Puis là, finalement, la vidéo devient virale. Puis genre, toute la communauté cycliste du Québec a écouté cette vidéo-là, alors que, tu sais, on n'a même pas payé de pub pour. Là. Fait que tout le monde t'a vu grâce à l'algorithme. Exact. Sur le Garneau orange. Exact. Fait que là, le clan Nox démarre. Première année, deuxième année, vous faites des kits, vous commencez à courser. Par rapport à monter Camille Hood pour la première fois, tu as quand même vécu une progression assez intéressante en dedans de 2-3 ans. Oui. Puis, merci justement, on parlait d'entraînement par intervalle. Ouais. Puis le background de joueur de hockey, je pense qu'il y avait une transition sportive assez facile. Au début, j'ai pas monté Camille. Mon cardio était vraiment nul. Ouais. Puis j'étais comme 40 livres overweight là, fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de miracle à faire là-dessus. Puis dans les premières années de cyclisme, il y a une métamorphose qui se crée. C'est que tu fonds, puis t'en manges du vélo. Fait que tout marche pour aller dans le bon sens. Là. Le début du clan Nox, est-ce que c'était aussi le début pour vous de... Vous êtes arrivé à peu près en même temps que les capteurs de puissance. Quand vous avez monté votre local, étiez-vous tous avec un capteur de puissance? Oui, on n'avait pas le choix, en fait. Pour te connecter sur la plateforme que vous utilisiez? Fait que je te dirais pas qu'on était dans le début de la chose. Là. C'était quand même quelque chose d'établi. Mm-hmm. Mais de notre façon de le faire, là, il y avait juste des studios professionnels. Exact.
parce que sinon, on était les seuls à le faire. Même les bases d'entraînement, c'était pas démocratique encore. Là. Souvent, le monde chez eux, l'hiver, il y avait encore des vieux taxes avec le pneu orange, le pneu bleu, ouais. puis Exact. à faire des petits des 50 minutes en regardant les nouvelles. Là, mais c'est comme venu 2-3 ans après, là, les bases intelligentes, les watts. Le Zwift. Temps plein, ouais. Nous, on était avant un Zwift, juste un petit peu avant. Le Zwift est arrivé peut-être, je sais pas, en 2017, quelque chose comme ça. Moi, je me rappelle, tu vois, on a démarré Physio-Vélo en 2015, puis dès 2016-2017, ça commençait. Parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que les gens nous demandaient tout le temps qu'est-ce que vous allez faire en hiver, puis on a juste été chanceux d'être parfaitement timé avec l'arrivée du Zwift. Fait que finalement, les gens ont adopté ça de manière fulgurante. Puis tous les triathlètes qui voulaient. Les triathlètes, c'est quand même un de notre core business parce que ces gens-là s'entraînent à l'année sur des objectifs puis vont faire des Ironman un petit peu partout. T'sais. Fait qu'on a eu la chance d'être coordonnés avec ça. Vous aviez une motivation qui était beaucoup plus grande que la moyenne de vous bâtir. C'était local-là. On avait une motivation qui était présente, mais aussi alimentée par le fait qu'on était plusieurs dans un même lieu. Être tout seul chez soi, maintenant, c'est quand même envisageable d'être motivé parce qu'il y a une communauté Zwift, justement. Ouais. Le monde est habitué. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. On avait encore Perf Pro, des logiciels un peu plus... des graphiques rudimentaires. Moins immersif, là. Moins immersif, pas du tout, mais l'immersion, on la ressentait quand même parce que tu voyais ton chemin à côté, qui lui était sur le point de finir son intervalle, t'étais pas pour être celui qui chie dans ses culottes à côté. Puis ça marche vraiment, là. On était motivés grâce à ça. Oui, c'est clair. Vous aviez ça qui vous a poussé en... Puis les soirs où tu filerais paresseux, mais tu veux pas être celui qui slack puis qui y va pas. Fait que c'est vraiment le fun. On ressentait, on était tous des anciens joueurs de hockey. C'était notre vestiaire, finalement. Ça sentait le vieux bib comme ça pue les vieilles poches de hockey dans un vestiaire. C'était comme une translation. Oui, c'était clairement, tu as transféré un peu cet esprit de gang-là dans ton local. Exact. À partir de ce moment-là, votre gang et toi, tu as réussi à recruter du monde jusqu'à tout récemment, au fil de tes... Le Clanac, c'était quoi? C'était 2015 ou c'était 2016? Quelque chose comme ça, 2015-2016. Je ne pourrais pas te dire, mais je pense 2015. À partir de ce moment-là, vous avez recruté des gens de plus en plus en shape. Oui, on a quand même fait du bon démarchage, mais en même temps, il y avait tout un objectif de rester le plus petit possible pour pas, justement, devenir corporatif. Puis plus tu rajoutes du monde, plus tu rajoutes de la complexité à la gestion, avec les égos, les gens insatisfaits. Oui, mais pourquoi ça? Garder ça de tête, c'était quand même une stratégie. Mais on a fait des bons pics. Là. Puis justement, c'était quelque chose que j'aimais mettre à l'avant-plan, ou faire une mise en scène un peu comme un promoteur de lutte. Oui. Quand j'allais chercher quelqu'un, c'était pas juste... oui, je me rappelle de ça. Je faisais des Photoshop un peu comme... pour donner le feeling d'un gala de boxe. Là, oui, c'est clair. Là, est-ce qu'on va réussir à recruter ce gars-là qui s'emmerde dans son autre équipe puis on va l'amener boire de la bière avec nous, genre? Puis ça créait quand même un peu de rivalité avec les autres qui étaient... Ah, t'as-tu vu ça? Ils sont allés chercher tel gars. Puis ça faisait jaser, c'était le fun. Puis toi, quand tu démarchais ce monde-là, qu'est-ce que tu avais à leur vendre? Parce que je veux dire, tu as recruté du monde qui était super bon. Vous avez fait plein de belles performances, puis vous avez réussi, comme tu disais, un peu à pouvoir avoir ce discours-là parce que vous aviez les performances pour accoter ce que vous faisiez, tu sais, off the bike, là, finalement. Mais comment ça se passait, ce démarchage-là? Quand tu allais chercher ce monde-là, tu les teasais online, puis finalement... Souvent, il y avait quand même ce jeu-là qui était avoué puis assumé, là, de mettre en lumière la personne sur Internet. Puis là, c'est flatteur, tu sais, quand même. Les gens n'étaient pas habitués à ça. Parce que là, tu faisais vraiment des posts genre, est-ce que cette personne va joindre le clan l'année prochaine? Des affaires comme puis ça. lui, tu n'en avais pas parlé à cette personne-là. Là. Ben, ça, c'est arrivé pas très souvent, mais quand même, l'année d'avant, si tu mets en lumière des personnes, ceux qui ont le goût de se faire mettre le projecteur dessus, l'année d'après, ils vont quand même évaluer l'option. Tu sais. Puis c'est aussi plate que ça. Ça marche. Mais non, mais c'est pas... Ça marche, mais ça marche moins que ça marchait. Parce que de fil en aiguille, il y en a qui ont perdu goût à ça. Puis les révérences, les posts qui veulent marquer l'imaginaire, c'est à chaque fois, tu blesses un petit peu quelqu'un. Parce que t'as pas le choix d'être dans un mot mordant. C'est dur d'être rassembleur de tout le monde parce que ça devient sans saveur. Fait que de fil en aiguille, il y a tout le temps quelqu'un qui est ta mère, qui est ta mère, qui est ta mère. Fait que, au final, tout le monde est ta mère.
Je pense pas que tout le monde est ta mère. Tu sais. J'ai comme l'impression que le jeu que tu as joué, c'était un jeu qui était quand même ultra complexe. Non, c'est insoutenable, en fait. Parce que à cause de ça, moi, ce qui est le seul point rassembleur de tous, là, c'est de chier sur ceux qui n'aiment pas les vélos. Fait que, mettons, de chier sur les pick-up haineux. Là, ça crée une flamme commune. Tout le monde est vraiment... Vive le clan, vive le clan. Tu déplaçais le chiolage de place. Exact. Puis ça marche. Puis c'était une stratégie que j'utilisais des fois quand je voyais que ça glissait trop. Là, je chiais un peu ces pick-up. Tout le monde revenait de bonne humeur. Oh mon Dieu! Mais là, mettons, la semaine d'après, tu fais une blague sur ceux qui se rasent pas les jambes. Mais là, celui qui se rase pas les jambes, il aime pas ça. T'sais. Là, lui, il est fâché. Là, la semaine d'après, tu ris sur, je sais pas, celui qui a des tatous pas beaux. Mais là, lui, il est fâché. Au final, il y a beaucoup de monde qui se fâche, même si ça s'adresse pas à une personne en particulier. Ceux qui sont dans ce groupe-là, qui est comme le centre de la blague, ils sont pas contents. Ouais. Mais toi, comment tu vivais ça derrière l'écran, alors que ton objectif ultime, bon, était de parler de vélo puis de rassembler le monde? De divertir, je te dis. De divertir. Ouais. Mais il y a des fois où, de nature, j'aime ça provoquer. Fait que c'est sûr que... Il a sûrement fallu que tu t'excuses. Oui, puis je l'ai fait à quelques occasions. Il y a des fois où j'avais le feeling de... On parle de wokisme et tout ça. J'avais l'impression de me faire attaquer par un ou deux woke, mais ça fait partie de la game. Ouais. Puis il y a des fois où j'ai moi-même joué la carte du woke. Fait que c'est comme ça fait partie de la chose aussi. Mais oui, à l'occasion, j'ai retiré des publications. Il y a des fois où je me suis excusé. Puis pas nécessairement parce que je trouvais que j'avais traversé la ligne, mais plus que la personne... C'est la réaction qui était... Ben, c'est une personne qui me dit qu'elle a de la peine. Je veux pas ça. Ultimement, le but, c'est pas ça. C'est quand même pas de blesser. journée, Même si ça s'adresse pas à cette personne-là, ça a de la peine. Okay. Ouais. Si t'es fâché juste parce que tu trouves pas ça drôle, je l'enlèverai pas. Ça, j'aime ça. Mais si t'as de la peine, je l'enlève parce que je veux pas que t'aies de la peine. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde qui te connaît un peu sait à quel point tu as cette sensibilité-là d'être à l'écoute quand même là, par rapport au contenu que tu crées. Mais je pense que c'est juste important de le dire que c'est ça. T'étais quand même... T'étais à l'écoute, puis je pense que tu as été troublé par des fois des situations de contenu qui se voulaient vraiment divertissants. Oui, puis des fois, autant il y a des occasions où je mets quelque chose qui, selon moi, est anodin, puis ça crée un torrent. Ouais. Puis il y a des fois où j'ai vraiment l'impression d'avoir mis le doigt sur quelque chose de gros, puis ça fait tout le monde s'en fout. Tu sais, d'autres, on a vécu ça. Il n'y a aucune corrélation entre les deux. Ah non, c'est difficile de prévoir qu'est-ce qui va se passer. Hein. C'est souvent un peu ça, les réseaux. Puis nous, cette année, on a vécu on a commencé à faire des mimes cyclistes, puis ça a vraiment pogné. Là. On a fait un personnage qui s'appelait Eric, c'est Ariane qui s'occupe de ça à la clinique. Puis c'est comme un peu devenu notre mascotte. Les gens à la clinique, ils rentraient, puis quand il y avait de quoi de péter sur leur BC, qui disaient ça va-tu faire un mime? Genre, mon vélo, va-tu devenir un mime? Puis là, des fois, quand c'était vraiment tout croche, on était comme, ouais, probablement que ça va être le mime la semaine prochaine. Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les bibs, les cuissards à bretelles Red White Apparel. Red White Apparel, c'est une entreprise qui se consacre exclusivement à la fabrication de bibs en termes cyclistes, très, très haut de gamme. J'ai eu la chance de rouler les bibs Red White dans les 3 derniers mois. Personnellement, j'utilise la grandeur médium qui me convient à merveille. Là, vous vous dites, Guillaume, là, je ne peux pas acheter un bib sur Internet, je ne sais pas quelle grandeur utiliser. Sachez que leur grandeur, leur charte de grandeur est extrêmement utile et vous pouvez communiquer avec eux si vous avez des doutes. La grandeur médium qui a été choisie, on a aussi le choix de faire des longues ou des courtes jambes là, dans notre choix de bib. Il y a vraiment toute une sélection. Ils sont exclusivement consacrés, ils ont très peu de produits et donc c'est vraiment un gage de qualité quand on sait qu'une entreprise se consacre exclusivement à un seul produit cycliste. Pour ceux qui sont dans la version vidéo, ici, vous voyez que les paddings utilisés dans les Red White Apparel, dans les bibs, sont extrêmement confortables et sont faites pour l'endurance. Donc, tous ceux qui veulent accomplir des longues distances, on a ici affaire à un bib qui est plus épais que la moyenne et qui vous apporte beaucoup de confort à long terme. Donc, le cuissard Red White, c'est un cuissard que j'ai porté dans les 3 derniers mois, comme je vous disais. Et pour n'importe qui prend de l'âge comme moi, dans la trentaine, et qui maximise son confort au niveau de son périnée, n'oubliez pas, petit conseil de pro,
en plus d'utiliser un chamois de qualité, en plus d'utiliser un cuissard de qualité, d'utiliser de la crème de chamois, ça peut faire toute la différence. Sur ce, je remercie Red White Apparel d'avoir soutenu le podcast avec leur bible de qualité. Et si vous êtes un cycliste d'endurance qui veut faire des longues distances, allez jeter un coup d'œil. Sur ce, bonne écoute. Mais tu sais, c'était très anonyme, fait que ça, c'est... Mais un moment donné, on a fait... Puis la situation que nous, on avait décidé, c'est qu'on a dit, OK, on va mettre Eric comme personnage. On va mettre un gars, puis... son point, c'est qu'il va avoir un gros vélo, puis il va mettre 15 000 $ sur son bike, puis il reste pas une scène pour faire un bike fit. Fait que, tu sais, le reste, il a comme tout flobé son cash puis son intérêt sur le gros bike. Fait que le reste, il va être nul. Tu sais. Fait que là, on fait des mimes. C'est drôle. Puis là, maintenant, on se dit, ouais, ben là, faudrait quand même que... On se dit, on va faire ça égalitaire. Tu sais, on va se faire un deuxième personnage, puis on va tirer égal sur genre Goffy, tu sais. Fait que là, finalement, on fait un post sur une erreur de mécanique. Puis là, tu sais, on met en scène, genre, l'autre personnage qui est un personnage qui s'identifie au sexe féminin. Puis finalement, ça a fait un tollé. Puis là, on se demandait vraiment, on était comme, hey, overall, on fait juste blaster le dude depuis le début. Puis là, on se permet de faire... Ah ouais. Puis là, t'es victime de la dynamique un peu de Tim Horton. Tu peux rire d'un couple, mais tu peux pas rire d'une fille. Ouais, mais c'est correct Mais quand tu peux même rire pas, d'un parce gars, que par exemple. on était comme, finalement, en rétrospective, on en jasait dans l'équipe, on a été un peu victime aussi de tout le passé, tu sais, tout ce qu'on essaie de changer. Finalement, on avait l'impression qu'on faisait la bonne affaire parce qu'on voulait juste rendre ça égal, mais tu sais, on a été aussi victime du contexte qui essaie de créer le changement, fait que c'est comme un peu difficile de naviguer ça, sauf que, tu sais, l'overall, c'était... Fait que bref, les réseaux sociaux, c'est un peu... C'est imprévisible. C'était imprévisible. Mais c'est prévisible aussi. Ouais, en rétrospective... En rétrospective, t'es comme, OK, on fera plus ça, c'est vrai, tu sais, dans le sens que c'est sûr que ça va exposer ça, mais c'est tout le temps la question, tu sais, les 2-3... Puis là, moi, je pense qu'on a ciblé personne personnellement. On n'a pas trop semé la pagaille, disons. Mais c'était tout le temps la question de se poser aussi, tu sais, est-ce qu'on a atteint notre enjeu d'éducation à travers cette blague-là? La réponse était souvent oui, parce qu'on s'est posé la question, on est comme, est-ce qu'on retire à la limite, c'est quoi notre seuil de tolérance par rapport au fait de se faire donner un peu de la merde sur les réseaux sociaux, c'était comme... Mais ça, je pense que ça évolue tout le temps, Oui, puis ça dépend de tellement de paramètres, puis ça peut être une seule personne qui est vraiment vocale, puis très, très... Ouais, c'est difficile de savoir. Là, quand tu as des dizaines de milliers de followers, tu sais pas c'est qui ces personnes-là. C'est comme un peu... Bref, on revient au Clanox, puis j'aimerais ça qu'on revienne un peu aux performances. Moi, j'aimerais ça qu'on parle d'entraînement, parce que l'entraînement, j'en ai plein des clients qui se demandent qu'est-ce qu'ils devraient faire comme première course, puis j'ai l'impression que tu es comme un peu la personne qui est bien placée pour jaser de ce parcours-là, du débutant qui va s'inscrire à sa première course, qui va faire peut-être les mercredis de Laval. Ouais. C'est quoi le parcours? C'est quoi les skills qu'on a besoin? C'est quoi le prérequis qui nous permet de penser qu'on peut participer? Et dans quelle catégorie, peut-être? Moi, en fait, c'est des conseils qu'on voit aussi abondamment sur les médias sociaux. C'est avant même de faire une première course, je pense que c'est bien d'acquérir des skills en dehors du pack, comme de faire des group rides, mais vraiment appuyés, avoir un groupe, de joindre un groupe qui est fort pour aller faire des group rides, ça permet de comprendre cette dynamique-là, au moins juste une file. Après, tu peux aller au circuit Gilles Villeneuve des soirs de semaine pour faire ce qu'on appelle le train. Il y a quand même beaucoup de monde qui se ramasse là, puis d'être capable de suivre les roues, de faire la roue, justement. De rouler collé. De rouler collé. De faire ces apprentissages-là en dehors d'une première course, ça pourrait être bien. Je le conseillerais même fortement. Puis après, je trouve que le calendrier de la FQSC est plutôt bien conçu pour ceux qui voudraient commencer une course en début d'année. Les courses les plus accessibles, je te dirais, sont quand même en début d'année. Ce qui crée un peu la crainte généralisée, c'est que vu qu'ils sont plus simples, plus faciles, ça attire beaucoup de nouveaux, puis ça génère du crash. Même les anciens sont plus vulnérables au crash en début de saison, le temps de se refaire un peu. Ouais. Réguiser ses sens. Exactement. Fait que là, tu rajoutes une masse critique de nouveau un peu plus nombreuse. Mais bref, pour en rester positif, les premières courses, Contrecœur, Sainte-Martine, c'est juste du plat. Généralement, c'est pas technique du tout. C'est vraiment des courses adéquates pour se faire la main.
Je ne conseillerais pas nécessairement un crit pour commencer, Mhm. à cause des nombreuses relances. Du pack qui est vraiment plus réactif, plus nombreux, puis plus, qu'on va dire, carré, qui est plus square. Ouais. C'est une course comme à Sainte-Martine, c'est plus liner tout le long. Fait que ça se rapproche plus une grosse group ride cochonne, comme on dirait. C'est quoi les skills que tu as pu transférer du hockey? Tu sais, tu disais que tu n'avais pas un gros IQ, mais tu savais quand même probablement. Il y a certains acquis que tu as pu transférer dans le monde du vélo, je suis certain. Oui, mais le hockey, c'est vraiment un sport de stop and go. Ouais. Fait que Les relances. Les relances, mais tout le côté VO2 max, nécessairement, c'est quand même assez bon. Je te dirais que juste le côté compétitivité. Je Mhm. veux dire, si toute ta vie, tu as voulu gagner au hockey, tu vas vouloir gagner aussi en vélo. Puis quelque chose qui n'est pas à sous-estimer, c'est que au hockey, si tu veux devenir bon, il faut que tu t'améliores. Il faut tout le temps que tu travailles sur tes faiblesses. Dans le vélo aussi. Fait que de transposer ça de un à l'autre, c'est pas juste tes capacités athlétiques, mais tes capacités d'analyse, je te dirais. Mhm. Puis, C'était quoi, toi, les faiblesses qu'il fallait que tu pratiques? mais tu sais, exemple, là où je m'en suis rendu le plus compte, c'est les séries du Mardi de la Chine, des Mardis de la Chine. Arrivé à un certain niveau, j'étais capable de me rendre jusqu'au sprint final, mais mon positionnement était vraiment pourri. Fait que j'étais tout le temps dans le top 10 dans les deux premiers, les deux virages qui précédaient le sprint final. Puis je me faisais tout le temps lâcher à la même place. Puis, à un moment donné, tu te dis, j'ai une capacité d'analyse, je peux essayer Faudrait que quelque je puisse chose. m'améliorer. Mais ce qui est le fun, c'est qu'à chaque semaine, tu y retournes puis tu travailles là-dessus. Tu sais. Exact. Fait que la première année, ça a été plus difficile, mais l'année d'après, tu arrives déjà avec ces acquis-là. Puis là, bon, ben, la première fois, tu te fais pas larguer à la même place. Mhm. Là, il y a un petit déclic qui se fait. Fait que Tu peux pratiquer. c'est le fun d'avoir comment dire, des vitrines comme ça qui sont répétées sur chaque semaine Ouais. pour bâtir un apprentissage. Tu sais, c'est comme des pratiques au hockey, c'est que tu peux pas pratiquer une fois par année. Non. On va toucher du bois pour que, avec un peu de chance, on ait peut-être le retour. Ah oui, j'espère. On se croise les doigts. On croise les doigts pour le retour des mardis cyclistes de la Chine. L'enjeu du pilotage, pour toi, ça correspond à quelle proportion, tu sais, de la réussite de ta réussite ou de la réussite des gars de ton équipe dans les victoires? Tu sais, le pilotage, moi, c'est quelque chose que, comme tu disais, là, il faut pas juste avoir un FTP sur Zwift, il faut apprendre à rouler en pack. Là. Le pilotage, tu sais, je sais que tu as eu une couple de crash, là, une couple d'accidents assez importants. C'est quoi les skills de pilotage qu'on peut pratiquer avant de se présenter pour essayer de minimiser le risque pour soi-même, mais surtout le risque peut-être pour les autres? Là. Mais je vois comme un deux temps ta question. Oui, c'est très important, les skills de pilotage. Puis je l'ai appris à mes dépens. Mon premier crash sérieux, c'était justement dans un crit à Laval. Je pense que c'était ma deuxième course à vie. Puis j'ai pris le dernier tournant qui menait au sprint final à bloc, vraiment. Puis aujourd'hui, je refais le même tournant, puis je le prends à chaque fois à 60 km/h. Puis je suis vraiment collé inside, mais cette fois-là, ça dépassait juste mes capacités de pilotage, puis j'ai été déporté vers l'extérieur, puis j'ai pogné la bande de rotatoire, tu sais. Fait que je me suis vraiment senti comme un gars qui a un Civic, là, avec une suspension à chier, un steering lousse, puis qui a un gros bloc dedans. J'étais vraiment là, le parfait exemple du gars qui débarque de Zwift puis qui ne sait pas chauffer son bicycle. Puis là, après ça, tu as vécu une autre situation, mais ça, c'était peut-être moins... Les autres crashs que j'ai eus, c'est quand même plus d'un point de vue. J'ai subi le crash des autres. Crash des autres. Je veux dire, ça tombe en avant de toi, il n'y a pas de miracle. Tu as quand même bien remis, finalement? Trouves-tu? Je bégaye depuis. À ce point-là? Non. Non, mais tu sais, c'était quand même une bonne blessure, là, ta fracture puis tout. Là, fait que... Ouais, mais ça, c'est une autre affaire aussi. Ouais, je me suis fracturé le bassin, puis j'ai eu des commotions aussi. À chaque année, j'ai un bon crash en vélo à date. J'ai une bonne moyenne. Je touche du bois pour toi. Ouais. Ça nous amène peut-être la prochaine étape à parler de la grosse course Zwift, puis vraiment l'animation qui a eu lieu dans les... C'est avec la COVID, finalement, que vous avez pris un peu l'envol de créer quelque chose en ligne pour
garder un esprit de compétition. Peut-être que je me trompe, mais j'avais l'impression que c'était peut-être un enjeu d'avoir un lieu de rassemblement pour ces gens-là qui aimaient ça triper ensemble, là, mais qui ne pouvaient plus se retrouver. Là. Mais c'était arrivé en deux temps. La première année de pandémie, j'avais parti les Mardis Machines avec Adam Avec Roberge. Adam Roberge. Ouais. Adam Roberge, qui était à ce moment-là... je croyais aux courses Zwift, mais il n'y avait pas les outils qui permettaient de créer une course à vase clos. Ça fait que c'était moins intéressant pour moi. Fait qu'avec Adam, on faisait justement des entraînements à vase clos. Fait que lui, il était sur YouTube, en live, puis on était tous sur Zwift en mode meet-up, puis on s'entraînait ensemble. C'était quand même cool. Puis l'année d'après, mais là, les outils Zwift se sont un peu développés. Ça a permis de faire des courses à vase clos. Fait que là, j'ai parti Mais il y avait Pierre-Luc qui avait fait un meet-up avant. Puis j'ai pris le relais de sa petite plateforme qu'il avait créée à ce moment-là avec le contact chez Zwift pour créer une course que je donnais le lien, que le monde pouvait s'inscrire en secret. Fait que c'était pas comme 4 personnes du Gabon, 80 personnes des États-Unis. Ouais. C'est 100% Québec, tu sais. Fait que ça, vous avez eu un... Vous avez créé avec Zwift, c'était vraiment un... Fait que c'est ça. En fait, moi, j'ai approché Zwift pour avoir ce feature-là. Ce feature-là, mais pour les Mardis Machines. OK. Puis au fil, la discussion, c'était interminable. Ça a duré quasiment 2 mois de back and forth qui faisait pas de sens. Mais pour finalement trouver la façon d'y arriver. OK. Puis là, je suis là... il me semble que ça serait vraiment mieux d'utiliser ce feature-là pour une course, finalement, qu'un entraînement. Parce que pour l'entraînement, ça faisait moins de sens. OK. Fait que ça a parti de là. Puis ça a vraiment monté vite parce que là, justement, tout le monde était sur son trainer. Tout le monde était chez eux en confinement. Fait qu'il y avait juste ça à faire. Puis c'était comme quelque chose qui n'existait pas à ce moment-là de pouvoir le faire. Il n'y a personne d'autre qui pouvait le fournir. Fait que c'était cool. Tu avais combien de gens qui se sont présentés? Parce que c'est comme si la croissance du Clanox avait jamais... Tu sais, ça vraiment... C'était une page dédiée qui était différente du clan, mais la notoriété du clan a vraiment aidé à ce que ça soit bien, marketé. Oui, exact. Sorte, mais l'année la plus abondante en termes d'inscription, c'était la première. Puis là, des fois, on a dépassé un peu le 400 personnes. Incroyable. C'est quoi la vision des gens du Clanox? Parce que si on revient un peu à l'identité de ce que tu as bâti, c'est quand même... Moi, dans ma tête, je le vois comme un brand. Je pense au Clanox, j'ai l'image d'un brand. T'sais. C'était quoi la vision des gens quand ils s'inscrivaient à la grosse course? T'sais, toi, tu démarchais, tu faisais des pubs, ça marchait, tu connaissais tes audiences. Mais c'était quoi leur vision? Parce que sur 400 personnes, c'est pas tout le monde qui avait eu une connaissance de c'était qui le Clanox. C'est quoi la vision que les cyclistes que tu as rassemblés, c'est quoi la vision qu'eux te projetaient de ce que tu avais bâti dans la communauté? Ça, c'est une bonne question. Honnêtement, je pense que c'est à eux, il faudrait que tu le demandes. Moi, je pense que, en fait, le point faible de ce qui est la grosse course, c'est que la page est construite, je poste en mon nom. T'sais. Fait que là, il y a comme une espèce d'ambiguïté ou de complexité du message. C'est Vincent Arpin qui poste en son nom personnel avec en espèce de trame de fond, le Clanox pour la grosse course Zwift du Québec. Fait que, moi, je pense que le message finit par marcher, mais on parlait de brand, je pense que c'est comme un peu comme tout croche. Mais ça marche comme ça, puis ça vaut pas la peine tant que ça dans un bénévolat absolu de tout remettre ça. Ça, c'est une autre affaire. Je veux dire, t'as fait ça parce que t'étais passionné, parce que t'avais du temps avant d'avoir des enfants, de consacrer des dizaines d'heures à l'entraînement puis à la création de contenu. Ben, t'as toujours fait ça de manière bénévole. T'sais. Ça, c'est quand même impressionnant. Moi puis Simon, on avait la discussion, Simon, le producteur du podcast, on avait la discussion que même un gars qui aurait travaillé temps plein à faire ce contenu-là aurait probablement pas fait plus de contenu que t'en créais. Tu me disais tantôt que t'étais quasiment à 2 par jour à mener de contenu, là, de mimes humoristiques. Ben, je te dis que encore aujourd'hui, j'ai ces réflexes-là. Tout au long de la journée, je pensais à ça. T'sais. On dirait que mon cerveau il était devenu un peu comme
je sais pas, ma créativité qu'avant je mettais dans mon travail, là, c'était comme ça allait là-dedans. Je faisais ça à bol, je passais à quelque chose. Dans mon break à job, je faisais... J'ai des habiletés graphiques qui me permettent de le faire en 15 minutes. Ta vision, tu es capable de la mettre sur... Donc là, j'ai un petit flash, je le garde, je le mijote, puis là, boum, puis je le poste à midi. C'était comme, à chaque jour, c'était ça la mécanique. Puis oui, le but, c'était juste de divertir. Puis ça... J'en tirais quand même un certain, comment dire, bénéfice personnel. C'est une certaine valorisation artistico. Ouais, je pense que tu créais... Ouais, c'est clair, je veux dire... J'ai trouvé ça rassembleur aussi. Ouais. Puis le but ultime, c'était pas autant de lancer des pointes que de faire réagir puis de créer une communauté. Ouais, d'essayer de rassembler les gens, mais tu sais, ça, c'est toujours un petit peu plus facile de voir ça en rétrospective que quand on est direct dedans. Ouais. Là, j'ai l'impression que tu es comme rendu à une étape où ce que tu te poses la question de ce que tu vas pouvoir continuer d'apporter. Tu sais, là, tu as la chance d'avoir 2 enfants, puis tu me dis un peu, je suis un peu à la croisée des chemins, tu me dis #crise existentielle. Ah oui. Fait que là, dans les prochaines années, tu as moins de temps pour faire du bike. Puis une des choses que tu m'as mentionné aussi, c'est que c'était super relevant d'être bon en bike pour avoir comme la légitimité de pouvoir faire des blagues comme ça. Ben oui. Puis ça fait partie du personnage. Tu sais. Ouais. Le personnage, je l'ai quand même construit. Puis ben, je vais te laisser dans ton... Tu étais bien parti, continue. Ben, ma question était juste de voir comment t'envisageais cette transition-là dans le fait de plus être en shape. Je le suis encore. Je suis encore en shape. Mais je pense que tu... Non, je te fais la blague, mais je sais que tu vas rester en forme. C'est juste que tu pourras pas maintenir le niveau qui est... C'est ça, avec c'est le que nombre je suis d'heures en forme, mais nécessaires. je me sens pas... tu sais, les années passées, là, puis j'adore ma famille, mes enfants, ça... Vraiment, je suis carbure où j'ai beaucoup de... Comment dire... Tout l'amour que ça apporte, ça compense beaucoup pour ce que je vais en parler, mais... Cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les formations en bike fitting de Physio Vélo. Pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne. Tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10% sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Tu l'as dit tantôt, la crise existentielle existe puis opère en ce moment. Puis dans le passé, avant d'avoir mes enfants, ce temps-ci de l'année, là, c'était vraiment c'était effervescent, c'était foisonnant. Je le sentais dans moi, il faut que je me mette en shape pour aller gagner des courses de bicycle. Là, c'est plus dans un mode un peu... faut que je m'entraîne pour garder un niveau minimal puis me sentir bien dans ma peau. Puis je pense que c'est noble quand même de le faire, mais ça fait basculer l'identité vers quelque chose qui est différent puis qui est une zone inconnue un peu plus. Là. Parce que là, clairement, que ça devient ça devient comme les parents. Là. Tu vas comme te transformer en... T'auras plus ce statut-là de gars en shape qui peut aller brasser la cage là, de manière plus légitime comme tu le... Exact, mais c'est sur les deux fronts. C'est autant sur la forme, la performance que le temps des médias sociaux. Tu sais, il y a un enjeu de temps. Là. Il y a un enjeu de temps, il y a un enjeu de... Comment dire, de se projeter dans cet univers-là. Tu sais. Mm-hmm. Je te disais tantôt, j'étais tout le temps en train de penser à ça. À cette heure, je pense plus juste à ça. Bon, c'est ça que j'allais dire. Là. Puis, mais c'est que ça brise un peu la spirale infinie de la créativité puis de l'implication. C'est qu'il y a un momentum qui se crée. Puis là, je travaille plus, j'ai des enfants, t'as moins de temps j'ai des libre. responsabilités.
la pandémie, autant j'avais beaucoup de temps grâce à la pandémie, puis l'année qui a suivi, parce que avant que la business réaccélère, que là, c'est l'inverse. Beaucoup de travail. Fait que là, les questions, c'est même pas des questions. Je veux dire, tu mets ta famille en priorité, il te reste 2-3 blocs d'entraînement par semaine. Mais c'est confrontant, tu sais, quand même. Je vois des gens autour qui ont un peu la même situation. Moi, qui arrive à continuer à mettre du temps là-dedans, mais ça me confronte dans mes valeurs aussi. Tu sais, je les vois puis je les envie. Puis d'un autre côté, je les regarde un peu puis je me dis, c'est bizarre. Tu sais. Dans le sens où j'aimerais ça faire la même chose, mais en même temps, je veux être avec mes enfants, je veux être un parent impliqué. Fait que c'est quand même confrontant, cette dualité là de je veux rester ce que je suis, mais je veux être un père. T'sais. Tu veux devenir d'autres choses. Quand j'étais kid, moi, mon père, il m'accompagnait dans mes activités. J'allais pas dans les activités. Pas aux courses à ton père. C'est ça. Puis, il faut que je me le rappelle souvent pour mettre de la perspective à tout ça. J'ai pas le goût que le samedi de mes enfants, ça soit de venir voir papa à la course. Je trouve ça bizarre. T'es moins à l'aise avec ça. Pas du tout, en fait. T'es pas à l'aise avec ça. Ça, c'est une discussion que tu dois avoir avec ta blonde. Tu sais, ta blonde, elle a été là dans toutes tes tes années de Clan Knox, là. Puis c'est une discussion qu'on a ensemble, mais elle m'accompagne là-dedans. Tu sais, elle sait que autant que j'aime ça, que c'est pas notre souhait de parents ni à un ni à l'autre. Tu sais, ma blonde n'avait pas venir à mes courses la fin de semaine avec les enfants. Là. Non. Ça lui ferait plaisir de le faire une fois ou deux dans l'été, mais c'est pas notre projet de famille, disons. Fait que là, vous vous alignez sur quoi au niveau... ce qui va rester comme espace pour le Clan Knox, tu vas sans doute en profiter, mais ça va être une année de transition vers peut-être moins d'implication. Là. Nécessairement moins d'implication d'un point de vue participation aux courses. J'espère quand même à garder la petite fibre pour faire des posts occasionnels puis garder ça vivant, mais c'est sûr que ça ne sera pas comme c'était. Là. T'as-tu de la relève, tu penses? Je pense pas, moi. Non? Non, parce que... Comment dire? S'il y en avait une, ça serait différent, mais c'est... Pour l'avoir amené là, ça a pris beaucoup de temps. Puis il n'y a personne qui l'a ce temps-là. Ah non, c'est sûr, c'est hallucinant. C'est hallucinant le travail que tu as fait. C'est vraiment... Puis tu sais, c'était un peu ça, le but du podcast. C'était juste de raconter cette histoire-là. Tu sais, vraiment, moi, je trouve improbable, mais tellement cool du gars de hockey qui réussit à amener son vestiaire de hockey dans la communauté cycliste. Puis, tu sais, moi, j'ai l'impression que malgré peut-être les moins bons coups, tu sais, l'overall, c'est quand même d'avoir accompli quelque chose de... Oui, puis je l'admets qu'il y a eu des moins bons coups. Puis je pense que ça fait partie... J'y allais pendant une bonne partie de mon temps avec le volume, tu sais. Fait que quand tu y vas dans le quantitatif, des fois, c'est au détriment de la qualité. Exact. Non, mais c'est vraiment... Moi, j'espère que la communauté cycliste va continuer d'en tirer parti. Il y a des choses qui sont démarrées comme, justement, les events online. Il y aura sans doute des gens qui vont pouvoir continuer d'en profiter. Là. Cette année, vous avez fini votre circuit sur la grosse course Zwift? Là, ça repart, en fait, il y a le volet hivernal. Ouais. Fait que ça avait fini avant le temps des fêtes, puis là, ça bat son plein. Puis tu vas en faire peut-être une dernière saison, ça va dépendre de qu'est-ce qui se passe. À suivre. En tout cas, Vincent, je te remercie d'avoir pris le temps de nous exprimer cette histoire-là, un peu le backstage de ce qui s'est passé du Clan Knox, parce que moi, en tout cas, j'ai de l'admiration pour le temps que tu as mis, mais de l'admiration aussi pour le côté créatif. Moi, je l'ai senti, tout l'aspect... c'était vraiment une démarche, puis tantôt, avant que tu arrives pour le podcast, on a scrollé tout le compte Instagram du Clan Knox. Là, les gens peuvent aller voir là-dessus, mais il y a vraiment du contenu. C'est hyper niché, puis pour une communauté cycliste, il y a beaucoup de petits bijoux là-dedans. Simon puis moi, on a tous ri les posts. Il y a un ton éditorial. Puis là, si on peut reprendre un des posts que je t'ai d'ailleurs dit en mentionnant, c'était si tes enfants pensent que t'es leur mononcle, slack LBC. Je suis là-dedans en ce moment. Fait que là, en ce moment, on peut juste te souhaiter que tes enfants te reconnaissent en tant que papa et non de mononcle. Puis en espérant que le vélo continue c'est sûr que ça va continuer d'occuper une place pertinente. Puis nécessaire pour l'entraînement. Mais merci pour tout. Merci d'avoir pris le temps de discuter de ça avec nous. Puis je te souhaite de pouvoir
continuer à trouver un secteur pour exprimer ta créativité parce que c'était très divertissant. Ben, merci de m'avoir reçu. Puis c'était bien gentil tout ça. Merci Vincent. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.